On va voir de côté dans notre exposé qui porte sur la première partie et va porter sur un côté théorique et s'il y a du temps, on va entamer l'autre partie concernant la méthodologie. Donc on va commencer avec un petit poème de René Charles d'Orléans. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un poème qui est composé de quatrains et un et quintile. Donc, qu'appelle-t-on ce type de poème? De poème qui se compose de quatrains et un quintile. Comment on appelle ce type de poème? C'est à vous la parole, ou bien vous pouvez écrire vos réponses sur le texto. Donc, on va voir la réponse après. Donc, nous avons, comme vous voyez, nous avons ici trois strophes. La première strophe se compose de quatre vers et la dernière strophe se compose de cinq vers. Donc, ici, nous avons des commentaires autour du poème. Nous avons, il y a quatre vers dans les deux premières strophes, il y a cinq vers dans la troisième strophe. Donc, c'est un poème qui se compose de, comme j'ai dit, de deux quatrains et un quintile, c'est-à-dire une strophe de cinq vers. Donc, qu'appelle-t-on ce genre de, comment on appelle ce genre de poème qui a cette forme? Est-ce que vous avez des réponses? Donc, c'est un rondo. C'est un rondo. Il s'agit d'un poème. Salut, salut, monsieur Mustafa. Donc, il s'agit d'un poème à forme fixe, un rondo. On remarquera que le dernier vers du poème est identique au premier. Donc, tout poème qui se compose de deux quatrains et un quintile, c'est-à-dire une strophe de deux ou bien de cinq vers, on l'appelle un rondo. On passe à la première partie concernant le E muet. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un poème qui est composé de deux quatrains et un quintile. Nous avons, avant de procéder à une scansion, c'est-à-dire la prononciation du poème, il vaut mieux d'abord rendre compte des sons et des syllabes prononcées. Comme vous voyez ici, nous avons des mots qui sont écrits en rouge et qui se terminent par un E. Ce E est peut-être muet ou non. Donc, selon le cas, s'il se trouve à la fin du vers, le E ne se compte pas. Par contre, s'il est suivi, s'il est à l'intérieur du vers, par exemple, nous avons froid, dur. Si on veut faire le découpage syllabique de ce mot, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons froid, dur, dur. Pourquoi? Parce que nous avons devant le dur, nous avons une voyelle. Oui, E plus voyelle est un E muet. Effectivement, monsieur Mejdoub, oui, effectivement. La même chose pour bête. Nous avons bête. Bête, on peut, si on veut faire le découpage syllabique de ce mot, nous avons deux syllabes. Bête. Pourquoi? Parce que nous avons le E suivi par une consonne. Concernant chante, Monsieur Mustafa, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Pouvez-vous nous mettre dans le contexte de l'exposé, le titre? Oui, le titre, c'est le temps à laisser son manteau. C'est ça le titre. Nous avons, nous avons dit, c'est un poème, je reviens sur la première diapo. C'est un poème de René Charles d'Orléans. René Charles d'Orléans. C'est ça le poème. Le titre, c'est Le temps a laissé son manteau.
Donc, je reviens sur ce que nous avons en train de dire. Je reviens sur le E muet. Le E muet, comme vous voyez ici, nous avons des mots qui sont écrits en rouge. Nous avons froidure. Par exemple, froidure ici, combien nous avons deux syllabes dans le mot froidure? Si on veut faire le décompte ou bien le découpage syllabique de mot froid, dur. Est-ce que nous avons deux ou bien trois? Alaykoum salam wa rahmatullah Khadija. Donc, froid, dur. Combien nous avons de syllabes? Si on veut faire un décompte syllabique ou bien le découpage syllabique de mot, nous avons deux. Froid, dur. Pourquoi? Parce que nous avons un E muet. Le E était suivi par une voyelle. Par contre, dans le mot bête, nous avons deux syllabes. Bête. Pourquoi? Parce que le E est suivi par une consonne. Oui, effectivement. Donc, on passe au découpage syllabique. Si on veut faire le découpage syllabique de ce poème, comme vous voyez ici, on le fait via ou bien par le biais de la transcription phonétique. Donc, le premier vers, comme vous voyez, nous avons le, ton, a, les, c'est, son, mon, ton. Nous avons 8 syllabes. C'est la même chose pour le deuxième vers. De, vent, de, froid, du, re, de, pluie. Le troisième, la même chose. Et, c'est, vêtu. Et, c'est, vêtu de, bro, de, riz. Jusqu'à la fin du poème. Donc, quel est le rôle de cette transcription phonétique? Il nous aide pour faire la transcription phonétique. Oui, effectivement, Chama, nous avons l'octosyllabe, puisque nous avons 8 syllabes. Donc, nous sommes en train, ou bien on doit parler de l'octosyllabe. Oui, c'est un octosyllabe, effectivement. Donc, nous avons ici un octosyllabe, c'est-à-dire un vers qui se compose de 8 syllabes. Maintenant, comment on appelle? Qu'appelle-t-on le syllabe, ou bien la syllabe qui se compose de 10 syllabes, de 10 syllabes, oui, le déca, effectivement, et 12 syllabes. Et effectivement, c'est l'alexandrin, oui. C'est l'alexandrin. Oui, le vers qui se compose de 12 syllabes, on l'appelle alexandrin. Oui. Donc, il ressort de l'analyse phonétique que chaque vers a 8 pieds, ou bien a 8 syllabes phonétiques. C'est un poème octosyllabique, c'est-à-dire qu'il y a des octosyllabes. Le E muet, nous avons parlé de le E muet, nous avons dit lorsque le E se trouve à la fin du vers, il ne se compte pas. Par contre, s'il est à l'intérieur du vers, on peut le compter, mais le cas, lorsqu'il est suivi par une voyelle, on ne peut pas le compter. Donc, on passe à la longueur des vers. La longueur des vers, c'est-à-dire le décompte syllabique. L'autant a laissé son manteau, un vers de 8 syllabes au pied, s'appelle un octosyllabe. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, c'est un vers de 10 syllabes, s'appelle un décasyllabe. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, un vers de 12 syllabes s'appelle un alexandrin. Il y a d'autres, comme vous voyez ici, il y a bien sûr d'autres longueurs. Nous n'avons pas tout simplement ces trois vers, ou bien ces trois genres de vers. Il y a d'autres vers. Par exemple, le vers d'une syllabe s'appelle monosyllabe. Le vers de 3 syllabes, on l'appelle, ou bien s'appelle trisyllabe. Le vers de 9 syllabes, c'est hémiasyllabe. Le vers de 10 syllabes, c'est le déca.
syllabes. Vers de 11 syllabes, c'est handikasyllabe. Vers de 12, c'est l'alexandrin. On a parlé de l'alexandrin. Vers de 4 syllabes, c'est le tétrasyllabe. Vers de 5, c'est le pentasyllabe. Le vers de 6 syllabes, c'est l'hexasyllabe. Vers de 7 syllabes, c'est heptasyllabe. Vers de 8 syllabes, c'est l'octo. Nous avons vu l'octo. Et le vers de 2 syllabes, c'est le disyllabe. Disyllabe. Donc, on va parler d'autres choses. Oui, 2 syllabes, c'est disyllabe. Et des syllabes. De 2 syllabes, mhm, c'est 10 syllabes. Oui, oui, c'est ça ce on a dit, Monsieur Sofiane, oui. Donc, on va voir autre chose, c'est maintenant l'intérieur, l'étude, c'est-à-dire phonétique ou bien sonore du verbe. Le décasyllabe a souvent une coupe, ou bien ce qu'on appelle une pause, après la quatrième syllabe. Nous avons une souris, craignait un chat. Une souris. Nous avons quatre syllabes. Donc, ce qu'on appelle ici, nous avons une pause. Une souris. Donc ici on appelle, c'est-à-dire cette coupe, on l'appelle une pause. Par contre, pour l'alexandrin, nous avons autre chose. L'alexandrin a d'habitude une coupe principale qui s'appelle la césure, après la sixième syllabe. Monsieur Oumu Amin, d'accord, je vais essayer c'est-à-dire de mettre l'exposé, Inch'Allah, sur la page de Facebook du salon éducatif. Je mets toujours la césure ou la diérèse est un clin d'œil fait par le poète. Oui, effectivement, on va voir la diérèse et la sinérèse, oui. Donc, l'alexandrin a d'habitude une coupe principale qui s'appelle la césure. C'est quoi la césure? C'est-à-dire, puisqu'on appelle de l'alexandrin, c'est-à-dire nous avons 12 syllabes. Donc, la césure, c'est après la sixième syllabe. Donc, l'alexandrin a d'habitude une coupe principale qui s'appelle la césure après la sixième syllabe. Chaque moitié de part et d'autre de la césure s'appelle un hémistiche. Bonsoir, bonsoir Monsieur Larbi. Donc, nous avons ici deux hémistiches. Ainsi, toujours, poussé. Comme vous voyez ici, nous avons 6 syllabes. La même chose pour l'autre hémistiche. Nous avons vers, de, nouveau, rivage. Donc, nous avons 6 syllabes dans chacun de ces deux hémistiches. Donc, le plus souvent, d'Alexandra a également deux coupes secondaires, une dans chaque hémistiche et sont mobiles. Nous avons oui, madame, il est vrai, je pleure, je soupire. Comme vous voyez ici, nous avons la césure au milieu et nous avons deux coupes. Donc ça, c'est concernant le côté c'est-à-dire artistique de l'organisation ou bien l'écriture du vers. Donc l'analyse phonétique permet de saisir la nature de la rime. Donc nous avons trois, comme vous savez bien, nous avons trois rimes. Nous avons la rime pauvre, suffisante et riche. Qu'est-ce qu'on entend? La question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par une rime pauvre? Ça veut dire quoi une rime pauvre? C'est à vous la parole, cher ami, pour réagir à cette question. Qu'appelle-t-on? Ou bien qu'est-ce qu'on entend par une rime pauvre?
Donc, je passe pour donc la rime pauvre, rime qui se compose de combien de sons? D'un seul, oui, je passe. Donc, l'analyse phonétique, oui, un seul son. L'analyse phonétique permet de mieux saisir la nature de la rime, si la rime pauvre ou bien plutôt que suffisante ou riche. Comme vous voyez ici, nous avons, c'est en un seul phonème, oui. Donc, nous avons ici to, nous avons o et nous avons ici mon po, beau. Nous avons o, o. Donc, c'est une rime pauvre. Nous avons pluie, i et de riz. Broderie. Nous avons i, i. Donc, il s'agit ici d'une rime pauvre. La même chose est la troisième strophe. Nous avons zo et to. Oiseau, o, et nous avons to, et nous avons o de manteau. Donc il s'agit ici d'une rime pauvre. Il s'agit qui se compose d'un seul phonème. La même chose pour la troisième strophe. Nous avons oui, so, nous avons o, et nous avons nouveau, le. Donc il s'agit ici d'une rime, un élément phonétique en commun. Oui, c'est ça la rime. Mais nous sommes en train d'analyser les types. Monsieur Sufyan, nous sommes en train d'analyser les types de rimes. Comme vous savez bien, nous avons trois types de rimes. Nous avons vu maintenant la rime pauvre qui se compose d'un seul phonème. Il y a la rime suffisante. Nous avons ici, il y a rime pauvre quand il n'y a qu'une voyelle prononcée identique. Par exemple, bleu, feu, nous avons le E qui se trouve à la fin du verbe. Déjà, si deux mots ont un seul son en commun, on dit que la rime est pauvre. Effectivement, mademoiselle Khadija, alaykoum salam wa rahmatullah. Il s'agit d'une rime pauvre qui se... Donc, la rime pauvre, c'est le son, ou bien comme de la rime. Donc, c'est forcément parle d'une voyelle. Pourquoi? Parce que la consonne toute seule ne peut pas faire une syllabe ou bien un phonème. Donc, nous avons ici euh, nous avons ici un seul son, oui. Donc, on passe à l'autre type, c'est la rime suffisante. C'est ou bien qu'est-ce qu'on entend par une rime suffisante quand il n'y a qu'une voyelle et une consonne prononcée identique. Par exemple, nous avons symbole, parole. Nous avons ici, comme vous voyez, nous avons all, nous avons la voyelle O et la consonne L, c'est-à-dire nous avons deux sons. Concernant la rime riche, quand il y a plus de sons identiques, c'est-à-dire au moins 3 sons identiques, que ce soit deux voyelles plus une consonne ou deux consonnes plus une voyelle. Et puis, il peut y avoir plus de 300 identiques, mais il s'agit toujours d'une rime riche. Je récapitule. Donc, nous avons trois types de rimes. La rime pauvre, la rime suffisante et la rime riche. Concernant la rime pauvre, c'est une rime qui se compose d'un seul son, et puisque la consonne ne peut pas faire, la consonne ne peut pas faire un son tout seul, donc forcément il s'agit d'une voyelle. Concernant la rime suffisante, elle se compose d'une consonne et une voyelle. Par contre, la rime riche, elle peut se composer de deux voyelles et une consonne, ou bien de deux consonnes et une seule voyelle. Donc, on a aussi les rimes féminines et oui, effectivement, la rime féminine qui se termine par
par E ou bien par ENT, oui. Donc, on passe oui. Qu'est-ce qu'on entend par la diérèse et la synérèse? Nous avons un phénomène poétique qui s'appelle diérèse et synérèse. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux phénomènes? Est-ce que vous avez des idées concernant deux phénomènes? C'est la diérèse et la synérèse. Diérèse, c'est quoi la diérèse et c'est quoi la synérèse? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez passer au micro si vous voulez. Vous pouvez passer. Si quelqu'un veut s'intervenir, il peut passer au micro. L'obligation demande des fois la diérèse afin d'avoir le bon nombre de syllabes. Effectivement, Madame Mademoiselle Chana, oui. Il concerne l'association de deux voyelles en même temps. Il concerne l'association de deux voyelles en même temps. Monsieur Nujou, est-ce que vous parlez de la diérèse ou bien de la synérèse? L'association des deux voyelles. Si on exemple, oui. Je vous attends. Monsieur Nujou a parlé de l'association de deux voyelles. Est-ce que nous sommes ici devant le cas? Oui, vous pouvez nous éclaircir, mais oui, d'accord. Non, donc vous avez, non, tout simplement, moi aussi je veux euh, votre éclaircissement. Vous avez dit il concerne l'association de deux voyelles. Est-ce que vous parlez de la diérèse ou bien de la synérèse? Oui. Donc, on passe pour découvrir ce qu'on appelle la diérèse et la synérèse. Nous avons ici, je vais essayer de lire une partie d'un poème de Baudelaire. Elle est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les aubois, verts comme les prairies. Chemin, on peut le couper en deux diérèses ou en faire une seule syllabe synérèse. En deux diérèses. Qu'est-ce qu'on dit en deux diérèses? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par on coupé en deux diérèses, Madame Mademoiselle Chemin. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, nous avons, elle est des parfums frais comme les chairs d'enfants, doux comme les hauts-bois verts comme les prairies, et d'autres corrompus riches et triomphants. Nous avons le mot ici triomphant, comme vous voyez. Si vous jetez un coup d'œil sur le mot triomphant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons I et O, c'est-à-dire nous avons deux voyelles qui successives, ou bien qui se suivent, je m'excuse. Donc nous avons deux voyelles, c'est le I et le O. Donc l'obligation d'avoir 12 syllabes. Donc il y a des diérèses dans le vers qui finit par triomphant. Pour maintenir les alexandrins, il faut prononcer triomphant pour avoir trois syllabes et non pas triomphant. D'accord? C'est ça la diérèse. Trion, on n'a pas parlé, on doit séparer le O. On doit parler, on doit pas prononcer le O tout seul pour avoir trois syllabes, c'est-à-dire pour avoir 12 syllabes. C'est ce qu'on appelle la diérèse. Triomphant, c'est-à-dire on doit couper ou bien on doit, c'est-à-dire oui, découper ce mot en trois syllabes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la diérèse. Je récapitule ce qu'on appelle la diérèse. Donc, l'obligation poétique pour avoir 12 syllabes, le moment de découpage syllabique, on doit avoir dans dans tout l'hiver 12 syllabes. Si nous avons par exemple de l'alexandrin.
Donc ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons triomphant. Nous avons trois syllabes et non pas deux. Si on passe à la synérèse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, mais en bas, il y a une synérèse dans le mot ici. On regarde ici les deux verbes qui sont en bas. J'implore ta pitié, toi l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le mot pitié. On doit, c'est-à-dire, on voit ici, il y a synérèse, il faut prononcer pitié, pitié, et non pas pitié. C'est-à-dire, pour maintenir les alexandres. Qu'on voit ici, c'est la synérèse, c'est contre la diérèse. La synérèse, c'est contre la diérèse. Si on découpe le mot pitié en trois syllabes, c'est-à-dire on va avoir un problème dans le nombre des syllabes. Donc, il y a un verbe qui se compose de 12 et un autre qui se compose de 13, et ça ne va pas avec les règles de versification. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la diérèse et la synérèse? Ou bien je passe. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose concernant la diérèse et la synérèse? Oui, effectivement, c'est clair, on passe. Oui. Donc, la disposition des rimes. Nous avons la disposition des rimes. La disposition des rimes, il peut être plate, croisée et embrassée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on peut dire que les rimes dans une strophe sont plates, croisées, embrassées. Ça veut dire quoi? Plate, ça veut dire quoi? Croisée, ça veut dire quoi? Embrassée. Croisé, oui, plate, nous avons AABB, effectivement, Madame Dominichana. Croisé, nous avons ABAB et embrassé ABBA, oui, effectivement. Vous voyez ici, nous avons, par exemple, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans la première strophe? Quel est le type de la disposition des rimes dans la première strophe de ce poème? Le temps a laissé son manteau. Nous avons croisé, effectivement. Nous avons pluie et riz, pluie. Et nous avons broderie, nous avons ii, c'est-à-dire nous avons les rimes sont embrassées. La troisième, la deuxième strophe. Qu'est-ce que nous avons dans la deuxième strophe? Nous avons o, i, o, i. Embrasser, ou bien O, I, oui, ils sont croisés ici. Ils sont croisés. Dans la deuxième strophe, les rimes sont croisées, effectivement, oui. La dernière strophe, qu'est-ce que nous avons dans la dernière strophe? Nous avons O, I, O. Qu'est-ce que nous avons? Embrasser, oui, I, parce que le I et le I s'embrassent entre eux. Effectivement. Donc, nous avons trois types de rimes. Nous avons la rime plate, croisée et embrassée. Est-ce que vous avez des questions concernant la disposition des rimes? Je pense qu'il est facile. Il n'exige pas beaucoup d'efforts pour se dire. Nous avons parlé de ça, c'est-à-dire les rimes plates, les rimes croisées et les rimes embrassées. Nous avons comme vous voyez ici, il est un peu, c'est-à-dire clair ici. Nous avons, comme vous voyez, nous avons la rime A, B, B, A. Nous avons ici une rime embrassée. Nous avons A, B, nous avons croisé. Et nous avons A, B, B, A, embrassé. Donc, il en ressort de l'analyse phonétique aussi que
que le premier vers se répète deux fois, une fois par strophe, et qu'un autre vers se répète une fois. Un tel procédé est lié à la forme d'un rondeau. Comme on dit, le rondeau, dans ce type de poème, c'est-à-dire on trouve qu'un vers se répète dans toutes les strophes. Donc, l'automne a laissé son manteau, l'automne a laissé son manteau, l'automne a laissé son manteau, on le trouve dans toutes les strophes. Il se répète dans toutes les strophes. Donc, il s'agit ici d'un rondeau. C'est le rondeau qui se caractérise par... Oui, on peut le considérer comme un refrain. Oui, on peut le considérer comme un refrain. Donc, concernant ici, c'est un aperçu théorique concernant la méthodologie de la lecture, diction, le cas par exemple de la 5e et la 6e année. Donc, nous avons 4 séances dans le nouveau, ou bien la nouvelle, le nouveau programme de la 5e et la 6e année. Les apprentissages, par exemple, nous avons 4 séances. La première, nous avons observation découverte. La deuxième, nous avons la compréhension. Non, la deuxième étape dans la première séance, c'est la compréhension. La deuxième séance, nous avons conceptualisation. La troisième, c'est l'application, le transfert, c'est-à-dire l'apprentissage par audition. Et concernant la quatrième séance, nous sommes en train d'évaluer les acquis des apprenants par le biais d'une récitation. Ça concernant la méthodologie des 4 séances. La 5e séance dans le nouveau programme est réservée c'est-à-dire au soutien, ou bien approfondissement, ou bien évaluation. Donc, nous avons ici un petit poème, s'il y a du temps pour le lire et l'appliquer. Donc, je pense que ces étapes du français pratique, oui, c'est le français pratique. Le français pratique, non, je pense pas, je sais pas, j'ai le manuel ici, je sais pas est-ce que le français pratique ou bien les apprentissages. Oui, non, c'est le français pratique, oui. Oui, c'est le français pratique, ce n'est pas mes apprentissages. Qui peut lire ce poème? C'est le français pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce poème et pour le l'analyser un peu? Sinon, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a un autre poème de Aboulina. Monsieur Aboulina, c'est à vous la parole, monsieur Aboulina. Alors, salam alaikum. Bon, tu as demandé, vous avez fait retourner la page précédente. Alors, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui veut lire, alors je me propose. D'accord. Alors, je vais essayer, même si là l'écriture n'est pas bien claire. Bon, voilà, le grand jour est arrivé, c'est la rentrée. Les enfants entrent dans la cour et chacun dans son tour. La maîtresse fait l'appel et les élèves se rangent devant elle. Tout le monde cherche une place dans la nouvelle classe. On sort des nouvelles à nous vient
ce sera une nouvelle aventure. Les CP, CE1 partent faire la ronde tout autour du monde. Alors, voilà, monsieur Géré, j'ai fini la lecture. Alors, on peut passer aux questions que vous avez déjà proposées. À vous le micro, monsieur Géré. Vous êtes à l'écoute? Merci beaucoup, monsieur Aboulina. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Nous avons ce poème et nous avons un autre poème comment on appelle, j'ai oublié, de Verlaine, oui, c'est ça, c'est le poète Verlaine qui a ce beau poème, Il pleure dans mon cœur. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on va travailler sur le premier ou bien le deuxième poème? Qu'est-ce que vous proposez? Aboulina tous les deux. Est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce que vous proposez, cher ami? Qu'est-ce que vous proposez? On va commencer par le premier ou bien le deuxième, le premier, oui, oui, on attend, le premier, d'accord, on revient sur le premier, oui, d'accord, donc la structure de ce poème, est-ce qu'il s'agit d'un vers stable, c'est-à-dire, ou bien nous sommes devant un poème libre? Oui, effectivement, c'est un poème libre. Oui, donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, si on prend par exemple le premier vers, si on veut faire le décompte ou bien le découpage syllabique de ce vers, nous avons combien de syllabes? Nous avons octosyllabes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Il y en a des qui avons ici, c'est voilà, pas. Parce que qui peut passer au micro pour faire le décompte. Le décompte syllabique de ce vers. Vous savez bien, la poésie, ce n'est pas ce n'est pas une tâche facile. Parmi les genres littéraires qui sont très très difficiles à enseigner ou bien à présenter ou bien, c'est la poésie. La poésie, vraiment, c'est quelque chose qui est délicat. Il y a qui dit 9, 11, 8, 9. Oui, je viens de dire oui, 9. Oui, monsieur Aboulina, c'est à vous la parole. Oui. Alors, je vais essayer, voilà. Alors, on dit voix, la, le, grand, jour, et, a, ri, pardon. Alors, on dit 9. Pour moi, je dis 9. Alors, il y a d'autres opinions. Vous pouvez vous proposer devant le micro.
Sabakum. Je pense que je vais dire voilà le grand jour arrivé. Voilà le grand jour arrivé. En syllabes, je pense. À vous la parole, monsieur Jerry. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous avez oublié la liaison. Voilà le grand jour est arrivé. Oui, effectivement, c'est ça. Nous avons, à mon avis, nous avons ici 9 syllabes. C'est à vous la parole, monsieur Mujib. J'ai dit que le jour, tu as dit de faire la liaison jouerait arrivé. Juste un petit éclaircissement à cela. Merci. Pour celui qui a dit comment peut-on faire si nous avons ici la liaison jouer. Donc voilà, nous avons ici 2, le grand, 2, 4, jouer, jouer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici consonne suivie d'une voyelle initiale, donc nous avons ici une liaison. Jouer, pas river, pas river. Donc nous avons ici, à mon sens, à mon avis, nous avons ici pour Nour le Huda, oui, dire voilà le G. Donc, non, 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 non. La consonne jamais être on ne peut pas, c'est-à-dire compter une consonne toute seule, une syllabe. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Grand, oui, grand jour, oui. Est-ce que vous avez des questions concernant le décompte? Ou bien le découpage syllabique? Vraiment, ça pose des problèmes. Ce n'est pas facile de faire le découpage syllabique. Ça demande beaucoup d'exercices pour pouvoir, c'est-à-dire assimiler la manière de faire, c'est-à-dire le compte. Le syllabe est une unité de son. Une unité de son. Oui, effectivement, c'est une unité de son, mais la consonne ne peut pas en aucun cas constituer un son. Vous avez dit oui, effectivement, un son, mais la consonne toute seule ne peut en aucun cas constituer un son. Donc, découpage syllabique, la longueur, nous avons dit, dans le premier vers, nous avons 9. Les types des rimes, donc ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà, le grand jour est arrivé. Oui, Sophien, oui, effectivement, c'est ça. Ce que nous avons dit, c'est nous avons 9, c'est la voilà, le grand jour est arrivé. C'est ça. C'est ça le découpage syllabique du premier verbe. Voilà pour l'arabe, dit voilà le grand jour est arrivé. Oui, effectivement, c'est ça. Donc, quel est les types de rimes que nous avons dans ce poème? Nous avons une rime plate, oui, rime plate, arriver, rentrer, et, court,
ce sont des rimes. Tout au long de ce poème, nous avons nous avons une rime plate. On passe à l'autre. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ce poème? Dans le manuel, elles ont dit que de la première, que le premier et le deuxième vers font une strophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous avons ici, ils ont dit que Alaykoum salam wa rahmatullahi. Donc nous avons ici, ils ont dit que le premier et le deuxième vers font une strophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui ont élaboré ou bien qui ont conçu ou bien envisagé ces manuels? Je pense pas, moi, à mon avis, je pense pas que le premier vers et le deuxième font une strophe. Pour moi, je vois que les quatre strophes, les quatre premières strophes, c'est-à-dire font une rime. Oui, nous avons ici un quatrain. Oui, nous avons un quatrain. Par contre, si on revient, Monsieur Bijdoub et Monsieur Soufiane, si on revient sur le manuel de l'élève, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le premier et le deuxième vers, comme vous avez ici le crochet en rouge, ils ont écrit au bord du texte, ou bien à côté à gauche, ils ont dit qu'il s'agit d'une strophe. Moi, je sais vraiment, je pense pas qu'il s'agit d'une strophe. Il est clair qu'il s'agit de quatre quatrains. Nous avons ici quatre quatrains. Oui, mais dans le manuel, qu'est-ce qu'on trouve? Que le premier et le deuxième vers font une strophe. Donc on passe à l'autre poème de Paul Verlaine. Donc qui veut lire ce poème le poème le plus fameux, ou bien qui est très très connu, qui est très très célèbre de Paul Verlaine. C'est un poème français qui appartient au courant du romantisme. C'est un poète très connu. Il a la belle chanson, il a créé un recueil, à savoir la belle chanson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'ami Rimbaud? Mais comme vous savez, mademoiselle Chana, Rimbaud a influencé beaucoup sur Paul Verlaine. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Oui, Chana, c'est à vous. Vous m'entendez d'abord? Est-ce que le son... Est-ce qu'il y a un autre volontaire qui veut lire ce poème de... oui, Monsieur Mujdo. Pour vous faire se reposer un petit peu, Monsieur Géry, je commence. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre en mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie, il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écourt,
Quoi? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. À toi la parole, monsieur Jerry. Donc, merci beaucoup, monsieur Mijdou. Donc, il s'agit d'un poème qui se compose de quatre quatrains. C'est un beau poème, comme j'ai évoqué, c'est le plus beau poème de Paul Verlaine. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler de ce poète, sa vie et le courant littéraire dont il appartient? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enrichir ce que j'ai évoqué concernant ce poète? C'est Paul Verlaine. Est-ce que vous avez des idées concernant ce poète, sa vie, ses poèmes, ses recueils, le Coran? Est-ce que vous avez des idées? Donc, quand vous savez bien que le dernier examen de l'accès au CFIE, c'est-à-dire le centre des inspecteurs, ils ont changé la nature des examens. C'est-à-dire, ils cherchent des enseignants qui ont c'est-à-dire qui ont une formation multidimensionnelle, c'est-à-dire une formation universitaire. Donc, oui, c'est un sonnet, oui, effectivement. Donc, nous sommes en train de parler, oui, oui, donc on doit parler tout d'abord, avant la structure de ce poème, on doit parler de la vie de ce poète et ses écritures et le courant littéraire dont, c'est-à-dire, appartient. Le Parnasse symbolisme, oui, Parnasse symbolisme, oui, c'est le col parnassien, c'est un parnassien, oui, oui. Donc, on peut dire que c'est un roman, c'est romantique aussi. Ce sont deux mouvements. Oui, je sais que deux mouvements. Nous avons et avant le Parnasse et le symbolisme, nous avons le romantisme, le réalisme et le naturalisme. Ce sont des courants qui ont timbré le 19e siècle en Europe et plus précisément en France. Donc, je pose la question, est-ce que vous avez, ou bien est-ce que vous connaissez des poèmes de bien des recueils, bien un recueil de ce poète, c'est le Paul Verlaine. Jadis, bien jadis une vie, oui. Le plus célèbre, oui. Oui, le plus célèbre, c'est quoi, madame, mademoiselle Chemin? C'est jadis et naguère. Oui, à mes yeux, oui, 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 il a beaucoup. Paul Verlaine, il a beaucoup, il a un recueil qui s'appelle La Belle Chanson. Et il a des beaux poèmes. Donc, on passe à l'autre diapositive. Donc, Paul Verlaine est un poète français né à Metz le 30 mars 1844 et meurt à Paris le 8 janvier 1896. La famille de Verlaine appartient à la petite bourgeoise. Son père, comme celui de Rimbaud, est un capitaine dans l'armée. 21
bien Verlaine est chargé de la critique littéraire dans la revue L'Art. Il écrit des articles élogieux sur Charles Baudelaire et Victor Hugo. Il rencontre les Parnassiens François Coppée, Théodore de Bonville, José Maria, etc. En 1866, collabore au premier Parnasse contemporain et publie des poèmes, les poèmes saturniens. Donc, c'est un aperçu historique, si vous voulez. C'est une petite idée concernant Paul Verlaine. Donc, on passe. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici ou bien on continue pour étudier ce poème? Donc, nous avons ici une démarche, la démarche méthodologique, et nous avons le poème. Est-ce qu'on continue ou bien on s'arrête ici? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on continue ou bien on s'arrête ici? Est-ce que M. Brahim Dara, Mahfoud, Majdoud, Mourad, Amin, Sana, Aboulina, Amal, Shama, Driss, Fatima, etc. jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous proposez? On continue. Oui, effectivement, c'est ça, le Parnasse, c'est l'art pour là, c'est ça l'objectif ou bien, oui, l'objectif de cette école, ou bien de ce mouvement parnassien. On continue. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme une démarche, une méthodologie concernant la première science? Donc, nous avons l'observation, la découverte, la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire proposer comme une activité concernant l'observation, la découverte et la compréhension? C'est à vous maintenant la parole. S'ils ont proposé, par exemple, ce poème, et ils ont proposé, ou bien ils ont dit de proposer une activité pour la première science. Donc, comment peut-on édition de poème? Oui, jamais de l'audition, c'est-à-dire faire écouter le poème, utiliser les paratextes. Oui. Est-ce que vous pouvez augmenter le son, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que le son est clair? Cher ami, est-ce que le son est clair? Oui. Donc, monsieur, vous avez un problème. Je pense que vous avez un problème dans votre... Je pense. Et puisque la majorité, elle a dit que le son est clair, donc je pense que vous avez un problème. Oui. Donc, revenons sur la première science. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme une activité de découverte et de compréhension? Donc, nous avons pour la première séance, nous avons tout simplement ces deux étapes. Donc, on va, c'est-à-dire travailler sur l'observation et la découverte et la compréhension. Donc, quelles sont les questions? Donc, on va être pratique un peu. On va mettre la main dans la pâte et on va, c'est-à-dire proposer un schéma. C'est à vous la parole. Je vous donne la parole. Monsieur Mohamed, le titre c'est Il pleure dans mon cœur. C'est ça le titre. Donc, concernant le poète, nous avons parlé de Paul Verlaine. C'est ça. Si vous posez des questions, je ne sais pas, est-ce que vous proposez des questions ou bien non, la démarche, est-ce que vous parlez de la démarche méthodologique ou bien vous voulez le titre ou bien le poète? Nous avons parlé de Paul Verlaine, c'est comme vous voyez ici, comme vous voyez sur votre écran, c'est Il pleure dans mon cœur.
Je représente l'illustration. Oui, Monsieur Branda, effectivement, on parle de l'illustration. Si le texte est accompagné avec une illustration, faire observer le poème, déterminer le titre, le poète, effectivement, oui. L'auteur, c'est là on va parler de l'auteur, oui. Mot en gras, oui. Il y a d'autres questions qu'on peut évoquer lors de la première séance. La référence, oui, s'il y a la référence, effectivement. Quel est le type du texte? Comment le sais-tu? Oui, effectivement, nombre de vers. De combien de vers est composé ce poème? Effectivement, ce sont des questions pertinentes qui peuvent aider l'apprenant à découvrir le texte. Oui, oui, nombre de strophes, oui, oui, effectivement. C'est les rimes, on parle des rimes, oui. Le nom ou bien le type de quoi? Le nom ou bien le type de quoi, monsieur Mijdou? Vous parlez, monsieur Mijdou, de le nom au type de quoi? Les strophes, oui, le poème. Mhm. Donc, ce sont des questions qui sont pertinentes, qui peuvent aider l'apprenant à découvrir le, le poème, c'est-à-dire objet d'étude. Donc, pour la première l'observation, pour des questions, d'après le titre, de quoi pourrait parler le poète, quels sont les objets évoqués dans le poème, accepte toutes les réponses, fais écouter le poème, puis le lit de façon lente et expressive, en respectant les règles d'articulation et de prosodie. Concernant la compréhension, invite les élèves à lire silencieusement le poème. C'est-à-dire on va commencer l'apprendre par une lecture silencieuse, suivie par des questions de compréhension globale. De quoi parle le poète, par exemple? Propose des questions pour comprendre le texte, strophe par strophe. Si on pose sa question, qu'est-ce que vous proposez, mesdames et messieurs, pour la compréhension du texte strophe par strophe? C'est-à-dire, on va passer du global vers le local. C'est-à-dire, premièrement, on va passer, bien, on va poser des questions concernant la compréhension globale du texte, puis on passe à étudier les strophes, strophe par strophe. Donc, concernant la première strophe, c'est-à-dire, si on veut choisir, ou bien on veut mettre, ou bien on veut donner un titre à cette strophe, quel est le titre pertinent, ou bien convenable à cette strophe? Il pleure dans mon cœur comme il pleure, il pleut sur la ville, quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Oui, il parle de la tristesse, ou bien de un autre synonyme de la tristesse, la solitude, c'est-à-dire seul. Monsieur Mujib, vous avez dit que le poète apparaît seul, mais comment? Comment le chagrin, la tristesse ou bien la mélancolie? Je pense que c'est la mélancolie. On parle, c'est le spleen, oui, le spleen, ou bien la mélancolie, ou bien la tristesse, ce sont des synonymes. Spleen et idéal, oui, de Charles Baudelaire, dans son fameux recueil qui s'appelle les fleurs du mal. Oui. Concernant maintenant la deuxième strophe. Ô bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'inouïe, ô le chant de la pluie, ô le chant de la pluie. Quel est, c'est-à-dire le thème, ou bien oui, la musicalité, oui, entre quoi et quoi? Vous avez dit évoquer la musicalité de quoi?
la vivacité, la musicalité, la vivacité. Oui, au bruit de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'inouïe, ô le chant de la pluie. Oui, nous avons la vivacité, vous avez dit la vivacité, la musicalité, quoi encore? Oui, la musicalité entre quoi et quoi? Je pense que vous avez approché de la bonne réponse. Oui. On passe à la troisième strophe. Elle pleure sans raison, dans ce cœur qui pleure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. Si on veut résumer ou bien on veut choisir un petit titre à cette strophe, qu'est-ce qu'on peut dire comme titre, par exemple? Elle pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. Deuil du cœur, oui. Non, je l'ai dit. Deuil du cœur. Oui. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire par deuil du cœur? Le deuil, vous savez bien que le deuil, c'est-à-dire, c'est la cérémonie ou bien, c'est-à-dire, le rituel lorsqu'une famille a, euh, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est mort dans une famille, on fait le deuil. Donc, vous avez dit, ce que vous avez dit, le deuil du cœur. Je ne sais pas vraiment ce que vous voulez cibler avec ce titre, deuil du cœur. Donc, on passe à la dernière strophe. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Donc ici, nous avons un autre titre à cette strophe. Nous avons la souffrance, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé ici? Nous avons pour la première strophe, nous avons mélancolie de Verlaine en harmonie avec le paysage dont la nature, lui, échappe. Troisième vers pour l'état d'âme, c'est-à-dire pour le premier vers pour le paysage. Deuxième strophe, nous avons le bruit de l'eau s'y transformé en mélodie. Verlaine s'enchante de sa mélancolie et se laisse bercer par la mélodie des gouttets. Quand Shama, vous avez parlé de la musicalité, c'est-à-dire une mélodie c'est-à-dire la mélodie des gouttes de pluie peut influencer l'état d'âme ou être une projection de celle-ci, c'est-à-dire effet miroir. Pour la troisième strophe, nous avons la tristesse absolue qui dépossède l'individu de lui-même. Nous avons une rupture du rythme, quoi le poète s'arrache à sa stupéfaction. Concernant la quatrième et la dernière strophe, elle apporte une sorte de réponse aux interrogations du poète. Intensité de la tristesse constante tout au long du poème est due à l'absence même de cause. Donc ça concernant la première science. Pour la deuxième science, nous avons conceptualisation, qui compose des questions de combien de vers est composé ce poème, de combien de strophes est constitué ce poème, de combien de vers est constitué chaque strophe, quels sont les mots qui riment qui riment de la même façon dans la première strophe. Cherche dans la première strophe le mot qui rime avec le mot longueur. Quels sont les mots qui riment de la même façon dans la deuxième strophe? Quels sont les mots qui riment de la même façon dans la troisième strophe? Donc, comme vous savez, ce sont des questions qui portent sur la technicité de la construction de poèmes.
Ce sont des questions qui conceptent, qui portent, comme j'ai dit, sur la composition et surtout sur la technicité de ce point. Pour la troisième séance, on passe à l'application, c'est-à-dire au transfert apprentissage par audition, les on révèle dans le receiver région plat, les pauses. Pour la dernière séance, nous avons récitation ou bien évaluation. Demander aux élèves de réciter, c'est-à-dire de dire à tour de rôle le point. Donc, comme ça, cet exposé touche à sa fin. Merci de votre attention et je vous souhaite, c'est-à-dire que vous avez bénéficié de cet exposé et que vous avez ajouté quelque chose à votre connaissance concernant la poésie. Donc, vous savez bien que la poésie, c'est une affaire que ce n'est pas facile. Merci à vous aussi. Tout simplement, on met la main pour la main pour faire vivre notre salon éducatif et, j'espère que, c'est-à-dire, on met la main dans la main pour, c'est-à-dire, laisser ce salon, c'est-à-dire, toujours vivant entre nous. Et c'est grâce au sacrifice